Bonjour, je suis Clément Arsenault, vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales. Je suis avec Ahmed Amila, qui est le récipiendaire du prix de la meilleure thèse 2020 dans le secteur sciences sociales. Alors, bonjour Ahmed. Bonjour. Alors, quel est le point de départ de votre recherche? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce domaine d'études? En fait, il y a deux éléments qui expliquent que j'ai travaillé sur cet élément-là, donc les demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Premièrement, j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que les persécutions du fait de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, qui n'étaient pas un motif d'octroi pour lequel on octroyait le statut de réfugié il y a encore quelques années, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, ce n'était pas le cas, pourquoi certains pays, et notamment les pays que j'étudie, donc la France, la Belgique et le Royaume-Uni, en sont venus à reconnaître ce motif d'octroi en tant que motif d'octroi du statut de réfugié, ces persécutions en tant que motif d'octroi du statut de réfugié. Le deuxième élément, c'était comprendre finalement pourquoi est-ce que les États membres de l'Union européenne, qui sont tous soumis aux mêmes directives, et notamment à la directive qualification qui reconnaît explicitement les persécutions du fait de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre en tant que motif d'octroi du statut de réfugié, pourquoi est-ce que lorsque vient le temps de traiter ces demandes spécifiquement, ils adoptent des pratiques différentes. Donc c'est ces deux éléments-là qui sont à l'origine de ma recherche. Parlez-nous maintenant des résultats de votre recherche. Quels sont les principaux éléments à retenir de votre analyse? Donc, ce que j'ai essayé de faire dans ma recherche concrètement, c'est suivre dans ces trois cas-là le processus qui a mené à la reconnaissance des persécutions du fait de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre en tant que motif d'octroi du statut de réfugié. Donc, j'ai vraiment suivi sur les 20 dernières années le processus dans ces trois pays-là. J'ai mené une enquête de terrain dans ces trois pays-là. Et j'en arrive à la conclusion, en fait, que si ces trois pays-là ont des pratiques différentes pour le traitement des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, c'est parce que notamment la manière dont a été traduite cette catégorie-là, donc cette catégorie d'action publique, la manière dont elle a été traduite, elle s'est faite différemment. Comment on explique que cette traduction s'est faite différemment? C'est parce que les acteurs investis dans le domaine de l'asile, leurs pratiques, leurs interactions, en fait, n'étaient pas les mêmes d'un pays à l'autre de l'Union européenne, et notamment en France, en Belgique et au Royaume-Uni. Et en fait, je démontre comment est-ce que ces différents acteurs, leurs pratiques, leurs interactions sont déterminés notamment par des logiques positionnelles liées aux institutions dans lesquelles ils travaillent, mais aussi à des logiques interprétatives et notamment à la manière dont ils interprètent l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc c'est ces éléments-là qui expliquent que la traduction s'est faite différemment dans le pays et donc que la manière dont on traite ces demandes sont différentes d'un pays à l'autre. Et comment croyez-vous que vos résultats de recherche pourraient être utilisés au-delà du milieu académique? Ils peuvent être utilisés de différentes manières concrètement. Donc, bien évidemment, ils peuvent être utilisés par les associations, les ONG qui accompagnent les demandeurs d'asile et les réfugiés LGBTI, parce que je démontre dans ma thèse en fait que la manière dont on traite ces demandes s'appuie la plupart du temps sur une conception assez stéréotypée, ethnocentrée même, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et bien évidemment, donc, les associations peuvent utiliser ces données-là, ces résultats-là, pour aller voir les juges, les autorités d'asile, leur dire la manière dont vous traitez ces demandes est stéréotypée, ethnocentrée, donc il faut vraiment déconstruire ça et aller au-delà de ça. Une deuxième manière dont ça pourrait être utilisé par les autorités asilaires, tout simplement. Comme je le disais, au sein de l'Union européenne, on vise une harmonisation des pratiques liées à l'asile. Je démontre que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas une harmonisation et donc c'est problématique dans la mesure où on devrait s'attendre à ce que quel que soit le pays dans lequel on demande l'asile, on devrait avoir les mêmes chances d'obtenir le statut de réfugié. Donc, les autorités asilaires pourraient également s'en servir pour travailler sur une harmonisation de leurs pratiques et spécifiquement l'harmonisation de pratiques pour le traitement des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Monsieur Amila, je vous remercie d'avoir partagé avec nous les résultats de votre recherche. Merci à vous.